Donc j'ai choisi cette image parce que si pour la plupart des gens c'est juste un paysage, pour le paléontologue ça peut être le point de départ d'une histoire tout à fait remarquable. Donc d'abord je vous invite à regarder attentivement cette photo sur laquelle on voit trois plans différents. Donc trois plans qui correspondent en fait à trois chaînes de montagnes, trois massifs différents. La chaîne des Fises au premier plan, le massif des Aiguilles Rouges au second plan et le massif du Mont Blanc au troisième plan. Donc ces trois plans se distinguent très bien, déjà par une morphologie complètement différente, avec au premier plan cette grande barre calcaire, gris clair, au second plan ces morphologies très arrondies en dôme, et au troisième plan cette morphologie en aiguille, caractéristique donc des aiguilles de Chamonix par exemple dans le massif du Mont Blanc. Au premier plan, on voit cette falaise abrupte entaillée donc dans une grande barre calcaire. C'est des calcaires qui sont appelés urgoniens, datés d'à peu près 125 millions d'années, et qui sont des roches sédimentaires d'origine marine. Au deuxième plan, donc le massif des Aiguilles Rouges, avec ce relief très arrondi et ces roches de teinte plus sombre, donc il s'agit de gneiss, c'est des roches métamorphiques, donc des roches qui ont été métamorphosées, transformées, qui ont subi des conditions de haute pression et haute température, et qui sont en fait des témoins d'une chaîne de montagnes qui était là avant les Alpes. Et au troisième plan, donc des roches avec des teintes claires, ce relief typique en aiguille, c'est des granites, c'est des roches magmatiques, des laves qui ont refroidi lentement en profondeur, à peu près à 10 km de profondeur sous la surface de la Terre, et c'est ce qui a permis la formation de gros cristaux. Ensuite, l'érosion a dégagé les roches qui étaient au-dessus de ces granites, et c'est ça qui leur a permis de revenir jusqu'à la surface de la Terre pour apparaître aujourd'hui, former ces chaînes de montagnes. Alors, si je devais résumer les Alpes en une phrase, on pourrait dire que les Alpes, c'est 1500 km d'océan qu'on va ramener dans 200 km. Et ceci à des vitesses de quelques centimètres par année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Les plaques à la surface de la Terre sont en mouvement, extrêmement lent. Mais sur des millions d'années, ça va permettre de déplacer des montagnes, des énormes quantités de roches. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, en fait, des restes de fonds marins à plus de 2000 mètres d'altitude, comme par exemple ici dans cette chaîne des Fises. Alors, cette photo me parle particulièrement, c'est un petit peu les environnements qui m'ont donné envie de faire de la géologie, dans lesquels j'aime passer mon temps libre et accessoirement de temps en temps mon travail. Ces immenses barres calcaires, ce qu'elles ont de fantastique, c'est qu'en fait, elles sont responsables de l'organisation de la société autour. C'est-à-dire qu'à certains endroits, elles limitent complètement des zones qui deviennent peu accessibles et qui sont du coup des havres de paix, de biodiversité, dans lesquels j'aime bien me promener et me retrouver. Donc c'était l'occasion de faire de mon travail, de faire de ça mon travail. Avec cette image, j'avais envie de présenter quelque chose qui est complètement invisible à l'œil nu. Et en fait, c'est même complètement invisible, même avec un microscope traditionnel. C'est-à-dire que pour faire cette photo, on a dû utiliser un microscope particulier qui est le microscope électronique à balayage qu'on a au Muséum d'histoire naturelle. Donc ce microscope permet de travailler à des grossissements extrêmement forts, beaucoup plus forts en fait qu'avec un microscope traditionnel. Donc pour donner une idée des dimensions de cette image, on a une échelle en haut à gauche qui indique 2 microns, c'est-à-dire 2 millièmes de millimètre. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre 10 images comme celle-ci côte à côte pour obtenir le diamètre d'un cheveu. Donc ça donne un petit peu une idée des tailles vraiment microscopiques de cet objet. Donc pour revenir à ces petites sphères, il s'agit de petites sphères de silice hydraté,
Donc il y a un petit peu d'eau dans la structure cristalline de ce minéral, parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il s'agit d'un minéral, en l'occurrence qui s'appelle de l'opale. Donc ce qui est particulier chez un certain type d'opale, appelé opale noble, c'est un phénomène appelé iridescence, qui est un changement de couleur de l'opale en fonction de l'angle avec lequel on regarde. Et ces iridescences ont pu être expliquées de manière définitive que dans les années 1960, justement grâce au premier microscope électronique à balayage. On sait maintenant que ces iridescences donc, sont dues à la diffraction de la lumière dans ces petites billes d'opale. Mais pour cela, il faut évidemment que les billes soient toutes de même taille et arrangées parfaitement, comme c'est le cas sur la photo. Si les billes avaient un arrangement différent ou des tailles différentes, il n'y aurait pas d'iridescence, il n'y aurait pas ces reflets donc liés à la diffraction de la lumière. Ici, les petites sphères font à peu près 0,25 micromètres de diamètre, qui correspond à des iridescences dans les teintes vertes. Si elles étaient un petit peu plus grosses ou un petit peu plus petites, les teintes seraient différentes. Alors, je m'occupe du microscope électronique à balayage au muséum, et dans ce travail, des scientifiques travaillant dans beaucoup de domaines différents m'amènent leurs objets à étudier ensemble, à regarder ensemble, et c'est ce qui me permet de découvrir en fait ce monde fascinant de l'infiniment petit, qui est un monde complètement inaccessible en fait, sans l'utilisation de cette machine. Alors, dans mon travail de micropaléontologue au muséum, je travaille avec des fossiles microscopiques qui sont piégés dans la roche. Donc, dans les roches mobles, on arrive à dégager ces fossiles microscopiques et les observer, par exemple au microscope électronique à balayage, s'ils sont extrêmement petits. Dans le cas de roches dures, on travaille en section, c'est-à-dire qu'on scie la roche, on en fait des lamelles extrêmement fines, et on observe, on étudie les sections qu'on essaie de remettre ensemble pour refaire la coquille en 3 dimensions. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une machine qui permette, dans la roche dure, d'avoir directement une image en 3 dimensions de ces coquilles. Alors, il y a déjà des microtomographes qui permettent de faire ceci, mais pas forcément à des résolutions suffisantes actuellement pour les objets sur lesquels je travaille.